Merci et bonjour à tous ceux en tout cas à qui je n'ai pas encore dit bonjour. Je vois que dans la salle, il y a un certain nombre de personnes que je défends. Il y a aussi un certain nombre de personnes contre qui je suis dans les contentieux, ce qui ne facilite pas ma prise de parole, mais qui ne va pas m'empêcher quand même de dire les choses que j'ai à dire dans un esprit qui n'est pas un esprit qu'on pourrait prêter à un avocat, qui serait celui d'un avocat très contentieux, très conflictuel, etc. Même si les avis peuvent être partagés dans la salle, je ne crois pas que je sois sur cette voie-là, et au contraire, je pense qu'on peut, par le droit, essayer d'améliorer les choses et les conflits qu'on peut rencontrer dans les sections. Alors pourquoi moi je peux, et je me sens légitime à parler des sections de communes? Parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que je conseille notamment l'AFASC, l'association fédérant les membres et les ayants droit de sections de communes, et ce qui m'amène, avec ma petite équipe, dont certains représentants sont ici dans la salle, je pense à Mathilde Haas ou à Léa Gévaudan, qui porte d'ailleurs un nom qui ne s'invente pas, c'est prédestiné pour, pour se défendre. Le loup est dans la bergerie. Le loup est dans la bergerie, et on défend donc depuis une dizaine d'années, moi en particulier, elle depuis un petit peu moins longtemps, eh bien, on va dire, les droits sectionnaux qui sont effectivement codifiés dans le Code général des collectivités territoriales depuis maintenant un certain temps, bien que les dispositions de ce code, ainsi que du code rural, ne soient pas toujours complètes ou très claires, ce qui effectivement peut poser des difficultés dans la réalité, notamment sur le plan pratique, et amener à des contentieux plus ou moins lourds à gérer par tout le monde, pas simplement par les collectivités, mais aussi par les ayants droit qui se sentent lésés des décisions qui sont prises par les préfets ou par les communes. J'ai pas non plus une vision, et ça je tiens à le dire dès le début, rassurez-vous, je vais essayer de tenir mon temps de parole. Je vais essayer de tenir mon temps de parole, je vais bien limiter mon propos par la suite, mais je n'ai pas non plus une vision absolument centrée sur les ayants droit et leurs droits, ou les membres et leurs droits. Au contraire, au sein de mon cabinet, on conseille majoritairement et quasi exclusivement des collectivités territoriales et des décideurs locaux. En réalité, cette activité de section est quelque chose de très à la marge, ce qui nous amène, je le crois, à avoir une vision assez globale de la situation. En tout cas, qu'est-ce que je constate lorsque je traite des dossiers de section de communes, c'est qu'en réalité, ça se passe plutôt bien, dans la plupart des cas. Même si je ne vois que les contentieux, par rapport au nombre de sections de communes en France, par rapport au nombre d'hectares qui peuvent exister en France, de sectionnaux, on me disait à midi qu'il y avait, à une époque, puisqu'il y a eu quelques transferts récemment, environ 4000 sections de communes, ne serait-ce que dans le département du Puy-de-Dôme, duquel je suis originaire au passage. Très beau département, je vous invite à le visiter. Il y a des volcans maintenant. Il y a de très beaux volcans qui sont maintenant inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a 70 000 hectares à partager en Lozère. Pour autant, moi qui représente, je le crois, quand même un certain nombre de dossiers de sections un peu dans toutes les juridictions de France, je n'ai eu en 10 ans d'activité que quelques centaines de dossiers. Rapporté à ça, je vous assure que ça laisse présager finalement assez peu de difficultés sur place, même si parfois il y a effectivement des dossiers qui sont plus urticants, c'est le mot que vous avez utilisé, que d'autres, et ça provient souvent d'un mal originel, effectivement de mésentente entre familles, c'est de là que ça provient, mais pas tellement de l'existence des sections de communes. Donc je constate que ça fonctionne plutôt bien. Malgré tout, je pense qu'il y a des choses à améliorer, notamment sur le plan des pratiques, mais aussi sur le plan législatif. Alors moi, je suis un praticien du droit, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour faire de la politique. Les cas dont je vais vous parler, ce sont des cas que je traite quotidiennement au cabinet. Je ne sais pas si la loi a vocation à être modifiée, comment forcément elle doit être modifiée, mais j'ai bien l'intention quand même de donner mon avis par rapport à des cas un peu difficiles que je rencontre dans mon activité. Et puis puisque j'ai la maire de Coran qui est juste en face de moi, je vais commencer par parler des cas de transfert de ces... Corin, j'ai dit Coran, c'est une commune voisine, pas très loin, en Auvergne, la commune de Corin qui gère la section de l'Espinasse, et pour lequel nous avons effectivement un contentieux dont elle-même hérite, puisqu'elle a été élue après la naissance de ce contentieux, et dont elle aimerait bien se dépêtrer, je crois. On peut parler des transferts, mais je ne vais pas parler du dossier Corin ici. Il se trouve que, comme vous l'avez bien rappelé, monsieur le professeur, il y a dans le Code général des collectivités territoriales un article qui prévoit que l'on peut transférer les biens de section lorsque depuis plus de 3 années,
les taxes ont été payées sur le budget communal et non pas par la section de commune, ou bien admis en non-valeur. Et ça, c'est une décision qui est prise par le préfet à l'initiative et à la demande de la commune, et il se trouve que ça se multiplie, ou en tout cas il y en a un grand nombre de demandes de transfert sur ce motif-là. Depuis que je gère des contentieux en rapport avec ces modalités de transfert-là, je n'ai pas le souvenir que le préfet ait gagné une seule fois lorsque son arrêté a été contesté. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce motif, en pratique, ne peut pas être mis en œuvre. Je ne vois pas dans quelle situation, et d'ailleurs je me demande même sur quel fondement juridique, il serait possible pour une commune de prendre en charge des impôts qui ne sont pas les siens et qui relèvent d'une autre personne publique, une personne publique sui generis, et c'est une des raisons pour laquelle, effectivement, les tribunaux administratifs nous donnent raison. L'autre point pour lequel les tribunaux administratifs donnent raison, c'est qu'en aucun cas, ou dans des cas vraiment très exceptionnels, une section de commune n'a en réalité pas les moyens de payer ses impôts. Si la section de commune ne paye pas ses impôts, c'est en réalité parce que la commune qui la gère n'a pas payé ses impôts. Mais elle a les moyens de le faire. Si l'état spécial est bien tenu, on peut s'en rendre compte. Et si jamais on constate qu'elle n'a pas de moyens, rien n'empêche la section de commune de mettre des terrains à bail, si elle a du bois, de faire un petit peu d'affouage. Si elle n'a rien de tout ça, j'allais dire mettre des éoliennes, mais je ne suis pas non plus très favorable aux éoliennes. Vous avez aussi la possibilité, lorsque vous êtes une section de commune, puisque c'est votre propriété, de vendre des biens. Pourquoi tout ça n'est pas fait avant le transfert? Et c'est bien ce que reprochent les tribunaux administratifs aux préfets lorsqu'ils prennent ce type de décision. La jurisprudence est tellement favorable qu'aujourd'hui, elle demande aux préfets de notifier les avis d'imposition aux ayants droit pour bien s'assurer qu'eux-mêmes ne souhaitent pas prendre en charge à la place de la section les impôts de cette section. Et dans les faits, il se trouve que ce motif de transfert me semble absolument impraticable et donne lieu systématiquement à des décisions d'annulation de la part des juridictions administratives. Sans doute conviendrait-il de le gommer. Alors aujourd'hui, la pratique des préfectures, c'est de s'en servir lorsqu'il n'y a pas d'ayant droit sur la section, parce que personne ne peut contester. Dès lors que personne ne peut contester, effectivement, la décision est présumée légale, et ensuite, il n'est plus possible de la contester, même si de nouveaux membres arrivaient sur la section de commune. Donc je pense, et je m'adresse aux sénateurs présents dans la salle, qu'une des premières choses à faire serait de gommer ce motif de transfert. Il y a un autre motif de transfert qui est prévu par le Code général des collectivités territoriales et qui est la demande conjointe de la commune et de la moitié des électeurs de la section lorsqu'il n'y a pas de commission syndicale. Alors, sans doute qu'il n'appartient pas au législateur, ou en tout cas qu'il n'a pas la volonté de supprimer ce moyen de transfert. En revanche, il pourrait, à mon sens, l'améliorer, puisque ce que l'on constate, c'est que souvent, il y a des réunions d'information qui sont organisées pour alerter, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé à Coran, des réunions d'information qui sont organisées par les préfets, parfois même par les maires, pour expliquer aux membres de la section pourquoi il est bon de transférer la section. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ces réunions d'information, et j'ai un parti pris, certes, ne donnent pas une information claire, parfaitement éclairée et sans ambiguïté sur les modalités de transfert. Donc effectivement, après, les 30 personnes qui composent la section, vous en avez plus de la moitié qui sont d'accord parce qu'ils se disent « Génial, ça va revenir dans la poche de ma commune. Ma commune, ensuite, elle ne manquera pas de me rétrocéder une partie d'une manière ou d'une autre du fait des investissements qu'elle va faire ensuite sur les terrains que ne peut pas faire la section puisque c'est ce qu'on lui a vendu au cours de ces réunions d'information. » Donc je pense qu'il serait bien, en tout cas pour éviter ce genre de débat un petit peu stérile devant les juridictions administratives, que dans la loi, il soit inscrit qu'il soit nécessaire qu'une information soit apportée aux ayants droit et aux membres des sections avant de prendre une décision de transfert pour qu'ils puissent vraiment prendre une décision éclairée, et pourquoi pas prévoir les modalités de cette information, des modalités de convocation, peut-être les grands thèmes qui doivent être abordés, peut-être aussi... si c'est prévu, vous me direz dans quel texte. Et enfin, sur les modalités de publicité de cette information, de compte-rendu peut-être, ce serait tout à fait utile ensuite pour éviter donc, les débats que je qualifierais de stériles devant les juridictions administratives. Ce serait à mon avis une belle amélioration de la loi si on allait un petit peu plus loin sur ce point-là. Je vais en terminer avec les transferts de sections de communes.
pour aborder d'autres sujets, même si je m'attarderai, vous le verrez à la fin, plus longuement sur l'attribution des parcelles agricoles, qui est à mon avis le sujet le plus délicat actuellement en pratique lorsqu'on est membre d'une section de commune, et surtout lorsqu'on est maire et qu'on doit gérer les différentes demandes qui nous parviennent. Je pense que là, pour le coup, ça peut être vraiment problématique pour tout le monde, et il y a sûrement des améliorations à faire dans la loi, ou en tout cas un travail important d'information à faire. Mais avant de parler de ça, je voulais vous parler d'autres cas. C'est le cas notamment où vous avez une commune qui a pris une décision en tant que gestionnaire des biens de la section qui ne serait pas forcément légale, notamment par exemple pour un cas d'attribution, et qui donnerait lieu ensuite à un contentieux indemnitaire sur ce sujet-là. Souvent, ça donne lieu encore une fois à des procédures très longues qu'il faut pouvoir financer lorsque vous êtes membre de la section qui n'avait pas bénéficié donc des terres auxquelles vous aviez droit. Il y a toujours un aléa. Et moi, je constate qu'il y a quelques petites difficultés, soit sur le plan juridique, soit sur le plan pratique, et j'aimerais en souligner une de chaque type. En ce qui concerne le plan juridique, je voudrais vous parler de la prescription. Parce que la prescription, quand vous prenez la loi du 31 décembre 1968, c'est celle de la prescription quadriennale, en fait, c'est la loi qui prescrit les créances de l'administration. Cette loi-là, elle ne cite pas les sections de communes. Elle cite l'État, elle cite les départements, elle cite les communes et elle cite les établissements publics dotés d'un comptable public. Vous allez me dire, elle ne cite pas les régions, et pour autant, les régions sont bien concernées par la prescription quadriennale. Mais il ne vous aura pas échappé qu'en 1968, les régions n'existaient pas encore, et ensuite, elles ont évidemment été ajoutées par notamment des avancées jurisprudentielles. En revanche, les sections ne sont jamais citées par cette loi, de sorte qu'on peut se poser la question de la prescription qui s'applique lorsque vous avez une demande indemnitaire, et sans doute qu'une clarification pourrait être utile sur ce point-là. Étant précisé que les sections existaient pour le coup bien avant 1968 et la loi sur la prescription. Donc ça, c'est peut-être une problématique juridique à améliorer. Il y a peut-être une problématique pratico-juridique, ou en tout cas pratique à améliorer, c'est que lorsqu'on gagne, on s'aperçoit que la section n'a pas de budget. Donc on ne peut pas se faire payer. Parce qu'en réalité, les budgets ne sont pas tenus par les communes. S'il y a une commission syndicale, normalement il doit y avoir un budget annexe. Parfois il existe, et parfois il existe, je le reconnais, lorsqu'en revanche il n'y a pas de commission syndicale, et il faut reconnaître que c'est la très grande majorité des cas, normalement il doit y avoir un état annexé au budget de la commune, et on s'aperçoit, retraçant donc les dépenses et les recettes de la section, et on s'aperçoit qu'il n'est pas tenu, de sorte qu'il est très difficile ensuite pour les requérants qui ont malgré tout réussi à parcourir tout le processus juridique et contentieux et qui ont une décision favorable, d'obtenir ensuite les fonds auxquels ils ont droit du fait de la décision de justice qui leur est favorable. Alors la solution qui est parfois trouvée, c'est d'inscrire ça à dépenses effectivement obligatoires et de vendre des biens de la section, ce qui n'est pas très satisfaisant. Donc c'est de ça dont je voulais vous parler. On pourrait parler aussi, j'ai pris plein de notes, mais je m'en écarte beaucoup, parce que je parle beaucoup. Mais on pourrait aussi parler, je pense que le maire de Chanalay l'a fait un petit peu ce matin, donc je ne vais pas m'attarder dessus, de l'affouage. On pourrait parler de l'affouage. On pourrait aussi parler, par exemple, du cas où vous avez des sections de communes qui s'étendent sur 2 communes. En réalité, la loi aborde très peu cette problématique. Et ça peut poser des problèmes, par exemple, lorsque vous avez une partie des membres de la section qui souhaitent voir une commission syndicale se créer à la suite des élections régulières du conseil municipal. Et bien là, vous avez des préfets qui vont plus exactement, qui vont refuser la création, de convoquer les électeurs en disant moi je ne prends que les électeurs de la commune d'une certaine manière de rattachement, et pas de chance, ils ne sont pas assez. En revanche, si on prenait ceux de la commune voisine qui font bien partie de la section, là il serait suffisant, et ça crée à mon avis des injustices qui devraient amener à faire évoluer, de mémoire c'est l'article L2411-2 ou 3 du Code général des collectivités territoriales. On aurait pu parler aussi de l'exécution des décisions de justice par les communes lorsqu'il y a des décisions qui ne leur sont pas forcément favorables, mais ça m'obligerait à entrer dans des détails bien trop juridiques, et je préférerais m'attarder donc sur le cas de l'attribution des parcelles selon l'ordre de priorité fixé par l'article L2411-10 du CGCT. On en a parlé un petit peu en fin de matinée, j'ai entendu ça. Vous avez compris qu'il y avait un régime un petit peu spécial qui est prévu par la loi
et selon lequel, lorsque vous répondez à un certain nombre de conditions, vous pouvez être exploitant agricole de rang 1, vous permettant de bénéficier en priorité de parcelles à vocation agricole ou pastorale de la section de commune. Et ça pose énormément de difficultés. Dans un cas en particulier, c'est lorsque toutes les parcelles sont déjà attribuées et que vous avez un nouvel exploitant, souvent un jeune agriculteur, qui arrive sur la section et qui dit moi j'ai des droits, je suis prioritaire de rang 1, mais il se trouve que toutes les parcelles sont déjà attribuées. Alors, il y a énormément de contentieux sur ce sujet-là. Une petite parenthèse quand même, puisqu'on en discutait à midi, donc moi je vais donner mon avis sur ce point. On me dit que les tribunaux administratifs sont surchargés par les questions de sections de communes. Moi j'ai une bonne vision, je crois, des juridictions administratives en France. Je traite beaucoup de dossiers de sections de communes. C'est faux, c'est parfaitement faux. Les juridictions administratives ne traitent pas autant de dossiers de sections de communes que ça. Ça représente dans leur rôle assez peu de dossiers, et j'en veux pour exemple le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui est celui qui, à mon avis, doit être le plus saisi en France du fait du nombre de sections sur le territoire, du ressort géographique de cette juridiction, et ça ne représente pas tant de dossiers que ça aujourd'hui. S'il y en avait un petit peu plus avant, ça restait malgré tout très anecdotique par rapport à des dossiers que l'on peut trouver, de dossiers de fonctionnaires, des dossiers d'étrangers, etc., qui pour le coup viennent enrichir les rôles des juridictions administratives. Donc il n'y a pas tant de dossiers que ça en réalité. Alors je referme cette parenthèse, mais en tout cas la majorité des dossiers concernent les questions d'attribution. Et alors lorsque vous avez un nouvel agriculteur qui arrive sur la section et qui pense peut-être légitimement pouvoir bénéficier de terres du fait qu'il répond à toutes les conditions, ces conditions étant d'être un exploitant agricole, d'avoir son domicile réel et fixe sur le territoire de la section, c'est quelque chose dont il faudra sans doute beaucoup parler, d'avoir un bâtiment agricole sur le territoire de la section, d'avoir le siège de son exploitation aussi sur le territoire de la section, et je crois que je n'ai pas oublié de conditions, et des terres agricoles, d'exploiter des terres agricoles. C'est la dernière condition. Et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, la jurisprudence était assez claire jusqu'à récemment, puisqu'il y a une décision, vous allez me dire, mais qu'elle est ancienne, du Conseil d'État de 1901, qui venait vous expliquer que si vous ne répondiez pas à l'une des conditions en cours d'exécution de votre contrat parce qu'elle disparaissait, par exemple vous n'habitez plus sur le territoire de la section, vous perdez votre rang de priorité, et le corollaire, c'est que vous perdez le lot correspondant. Tout ça a été repris à foison par les juridictions administratives pendant environ 100-120 ans, notamment par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans un considérant de principe absolument clair, qui venait vous dire que lorsque vous aviez un nouvel exploitant sur le territoire de la section, vous deviez, vous, en tant que gestionnaire des biens de la section, et là je m'adresse au conseil municipal sur ce point-là, faire une nouvelle répartition entre anciens attributaires et nouveaux demandeurs. Ce qui pouvait poser effectivement des problèmes dans la pratique, puisque vous deviez aller dire aux gens qui sont là parfois depuis un certain nombre d'années qu'il était temps de partir, ou en tout cas de laisser une partie de leur terre au nouvel exploitant qui arrive, parce qu'il est prioritaire. Mais n'oublions pas que s'il est prioritaire, c'est parce que la loi le veut, c'est parce que la loi le prévoit. Donc c'est quand même quelque chose de très fort, et il n'a pas volé ce droit-là, celui qui vient s'installer. Tout ça, à mon avis, alors il y a énormément de décisions de justice sur le sujet, et récemment, la Cour administrative d'appel de Marseille a rendu une décision assez inédite sur le sujet. Il me semble que c'était en 2020. D'ailleurs, j'étais l'avocat dans cette affaire, je ne suis pas bien fier de la décision qui a été rendue. A dit, mais non, pas du tout, il résulte d'aucun texte que le maire, que la commune plus exactement, serait dans l'obligation de mettre fin au contrat en cours parce qu'il y a un nouvel exploitant qui arrive sur le territoire de la section. Patatras. On se demande comment on va gérer cette nouvelle décision. Il n'y a pas eu de pourvoi en cassation parce que la personne qui faisait le recours était un exploitant agricole qui, depuis maintenant 5 ou 6 ans, faisait des recours et ne pouvait pas bénéficier de terre. Sur le plan financier, ça coûte très cher de prendre un avocat au conseil. Moi, je ne pouvais plus le suivre puisque je ne suis pas avocat au conseil. Donc, il a abandonné la suite de la procédure, de sorte que dans l'ordonnancement juridique, cette décision reste. C'est d'autant plus dommageable qu'à la suite d'une réponse ministérielle du ministre de la Culture qui avait été posée non pas ici, mais devant
l'Assemblée nationale, cette jurisprudence a été relayée et un petit peu donc validée par le ministre de la Culture. Et aujourd'hui, on commence à nous l'opposer dans les contentieux. Moi, je pense que ce n'est pas très cohérent de faire ça, puisque déjà, ça ne correspond pas à la pratique des sections de communes telle que je la vois depuis que j'exerce cette profession, et ça ne correspond pas non plus à la jurisprudence antérieure. Donc je ne trouve pas ça très cohérent, et on arrive à une situation où vous avez en réalité des jeunes agriculteurs qui ne peuvent plus venir s'installer dès lors que toutes les parcelles sont déjà prises. Ils ne pourront plus bénéficier de parcelles, donc effectivement ça vous décourage, vous n'allez plus venir repeupler nos campagnes. Donc moi je trouve que ce n'est pas une décision qui est très, sur le plan juridique et sur le plan pratique, très opportune, et ça crée une première incohérence. Je pense que cette décision crée une deuxième incohérence, parce que dans le considérant de la Cour administrative d'appel de Marseille, il est ajouté qu'il y a quand même une exception. C'est le cas où les autres baux, le baux dont vous demandez la résiliation, prévoit à l'intérieur une clause de résiliation sur ce fondement. C'est-à-dire, dans le cas où il y a un nouvel agriculteur qui arrive, vous acceptez de résilier votre bail pour lui permettre de venir. Sauf que cette exception, elle résulte, à mon avis, d'une méconnaissance d'un autre code, qui est le code rural, parce que, sauf erreur de ma part, le statut du fermage est d'ordre public, le bail rural est d'ordre public, et vous ne pouvez pas rajouter de conditions de résiliation aux conditions qui sont prévues par le code rural. Et là, ce que fait la jurisprudence administrative de Marseille, c'est de dire, s'il y a cette clause de résiliation, vous pouvez résilier. Sauf qu'en droit, on ne peut pas la mettre, cette clause de résiliation. Donc ça fait parfaitement échec, finalement, à l'installation de nouveaux agriculteurs sur les territoires de nos sections. C'est pour ça qu'une chose qui pourrait être opportune, peut-être pour essayer de concilier toutes ces jurisprudences, c'est peut-être d'ajouter une exception au code rural dans les motifs de la résiliation sur le statut du fermage qui est d'ordre public, en disant, lorsque vous avez un nouvel agriculteur qui répond aux conditions posées par l'article 2411-10 du CGCT, c'est un motif de résiliation du bail, et je pense que ça permettrait de résoudre un certain nombre de situations à l'heure actuelle. Si je continue sur ces questions d'attribution, mais rassurez-vous, je vais vraiment tenir mon temps de parole, je ne l'ai pas trop dépassé pour l'instant. C'est bon. Je voudrais vous parler aussi des GAEC, parce que je vois souvent le sujet des GAEC. Alors je ne pourrais pas l'aborder, ou des sociétés avec un objet agricole de manière générale, mais je ne voudrais pas l'aborder trop longuement, donc je vais même retenir un seul sujet. Pour moi, il était évident que lorsque vous étiez un GAEC composé de plusieurs exploitants agricoles prioritaires, vous aviez le droit à plusieurs parts des sectionaux. Pour le dire autrement, lorsque vous avez deux exploitants agricoles qui font une demande de parcelles, ils ont chacun droit à une part des parcelles disponibles. Lorsque vous vous réunissez en GAEC, la question qui se pose, c'est est-ce que vous donnez qu'une seule part à ce GAEC, peu importe le nombre de personnes au sein de ce GAEC, ou est-ce que vous donnez autant de parts qu'il y a d'exploitants agricoles, bien sûr répondant aux conditions de l'article 2411-10, ce qui est souvent le cas, qu'il y a donc vous donnez autant de parcelles qu'il y a donc de personnes éligibles au sein du GAEC. Pour moi, il était évident qu'on donnait, sauf à faire échec au statut du GAEC, autant de parts qu'il y avait de personnes au sein du GAEC. Ça me paraît assez évident. Pour autant, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de communes, peut-être pour faire échec aux dispositions relatives aux sections de communes, qui ne donnent plus qu'une seule part. Et ça donne l'objet à de nombreux contentieux qu'on gère au sein du cabinet aujourd'hui. Et on n'a pas la réponse. On va peut-être avoir une décision de justice de tribunaux administratifs dans quelques mois. Est-ce que ça viendra résoudre complètement la question ? Je ne suis pas sûr, parce qu'il y aura des recours et d'autres recours, et parfois les juridictions administratives ne sont pas d'accord entre elles. C'est bien une constante que l'on peut souligner dans la matière. Peut-être faudrait-il aussi, sur ce point, dans l'article 2411-10, modifier l'alinéa qui traite des GAEC pour dire, évidemment, il y a autant de parts que de membres du GAEC éligibles de rang 1. Je pense que ce serait une avancée utile. Un autre point, et peut-être le dernier que je voudrais aborder, c'est celui des autorisations d'exploiter. Vous savez que là aussi, il y a une avancée jurisprudentielle attendue. La décision du Conseil d'État a dû tomber en juin 2020 ou quelque chose comme ça, où on est venu dire, pour faire une attribution de parcelles agricoles, vous n'avez plus besoin, vous, conseil municipal, autorité gestionnaire des biens de section, de demander l'autorisation d'exploiter aux personnes qui font la demande.
Vous n'en avez d'ailleurs pas l'obligation, et même vous ne devez surtout pas le faire, sous peine de voir votre décision d'attribution annulée. Moi, je prends acte de ça. Je considère que ça peut d'ailleurs représenter certains intérêts pratiques que de ne pas étudier l'autorisation d'exploiter au stade de l'attribution. Mais ce qui se passe, c'est que les maires, bon, beaucoup sont récalcitrants et du coup continuent de le contrôler au stade de l'attribution, ce qui donne lieu à des décisions, ou ce qui va donner lieu à des décisions, et qui a déjà donné lieu d'ailleurs à des décisions d'annulation de leurs décisions. Il y en a d'autres, et ils ont raison de faire comme ça, ils ne le contrôlent pas au stade de l'attribution, mais ils le contrôlent au moment de signer le bail rural, qui est la suite logique de l'attribution. Et là, il arrive de temps en temps qu'on s'aperçoive que la personne, elle n'a pas l'autorisation d'exploiter. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça va obliger les maires, en fait, cette jurisprudence, à refaire un nouveau partage, déjà suffisamment lourd pour les maires une première fois, à le refaire une deuxième fois, avec le même aléa, pour peut-être des nouvelles personnes qui seront arrivées et qui, elles, n'auront pas par la suite leur autorisation d'exploiter. Et puis la personne qui a bénéficié de l'autorisation, elle va me dire « mais cette fois, je n'ai pas eu l'autorisation d'exploiter, mais je vais la redemander dans des conditions différentes, faites-moi confiance, je vais l'obtenir ». Donc si vous lui retirez sa décision, elle aussi, elle va contester. C'est à mon avis un nid à contentieux extrêmement important. Et l'une des solutions peut-être un peu fortes qu'il faudrait peut-être envisager, c'est pour le cas des sectionnaux, pourquoi prévoir une autorisation d'exploiter alors qu'on a dit, je crois ce matin en plus, que ce n'était jamais, au grand jamais, vérifié par les préfectures. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle, en tout cas moi je ne le constate pas, que les préfectures font ce contrôle-là. Donc en fait, c'est à rajouter de l'administratif à de l'administratif pour créer des difficultés supplémentaires aux maires, à mon avis, et ensuite donc aux membres et aux attributaires de section. Voilà dans les grandes lignes les sujets que je voulais aborder, et pour résumer ce que j'aimerais dire, c'est que le droit des sections de communes, en réalité, il n'est pas très difficile. C'est quelque chose qui est assez abordable sur le plan strictement juridique. Je pense qu'il n'y a peut-être pas assez d'informations et pas assez de temps consacré par les maires ruraux sur ces questions-là, parce qu'ils ont beaucoup de sujets à traiter, ce que je conçois, mais le problème n'est pas tellement les sections, mais les moyens qui sont mis en place par les communes pour répondre aux problématiques. Et souvent, je tiens à le souligner, les sous-préfectures ne sont pas d'une grande aide, et au contraire ont plutôt vocation à tromper la commune sur ce qu'elle peut faire et à lui faire prendre des décisions qui ensuite seront facilement jugées illégales par le tribunal administratif, alors que la commune, elle veut juste gérer sereinement sa section. Souvent, c'est ce qui se passe, il n'y a pas de mauvaise volonté dans tout ça. Donc peut-être qu'il suffirait d'avoir une information un peu plus claire, quelques ajustements de la loi simplement, et je pense que cette institution qui existe depuis des temps immémoriaux, qui est la plus ancienne que nous connaissons en France, à ma connaissance, c'est la personne publique la plus, hormis l'État, que nous connaissons en France, a encore de beaux jours devant eux si on se contentait de faire un travail simplement d'information sur ce sujet-là. Mais jamais, effectivement, on arrêtera les litiges qui concernent des familles sur une même section, parce que ça se rencontre partout. Tout ce matin, on prenait l'exemple des conseils syndicaux. Effectivement, il y a des gens qui ne s'entendent pas et qui ne s'entendront jamais. Et ça, le droit ne peut pas répondre à ça. Et ce n'est pas en faisant des transferts que vous allez y répondre. D'ailleurs, je tiens à attirer l'attention des maires sur la question des transferts, parce que le jour où il n'y aura plus de section de communes, déjà qu'on s'attaque aux communes, quelle sera, à votre avis, la prochaine cible? Ce sera les communes. Ce sera vraiment les communes. Et vous parliez, monsieur le sénateur, ce matin, du millefeuille territorial, et au contraire qu'on essayait de réduire le nombre de collectivités en France, et que ce n'était pas logique avec le maintien de la section de communes. Mais il y a effectivement, comme vous l'avez dit ce matin, encore une fois un travail de pédagogie à faire, parce que la section de commune, ce n'est pas une collectivité territoriale. La section de commune, ce n'est pas un établissement public. Tout ça est très clairement, ressort très clairement du Code général des collectivités territoriales, et d'ailleurs de ce que dit le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. En revanche, les sections de communes, c'est une boîte à outils. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est une boîte à outils pour tout le monde, et il ne me paraît pas illogique que des personnes qui ont bénéficié, non pas de privilèges, mais de droits depuis très longtemps, en plus dans des secteurs qui sont particulièrement défavorisés, puissent bénéficier de ce type d'outils, en partenariat avec les maires qui sont, comme c'est le cas pour le maire de Chanalei, souvent aidants sur ces sujets-là. Vraiment une boîte à outils très utile pour l'avenir de nos campagnes, de nos institutions et à mon avis de la France, de l'écologie et de tout ce dont on parle aujourd'hui. Je vous remercie.